Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Bonsoir, vous écoutez les Vraies Voix de l'été, l'émission d'actualité joviale et géniale. Merci de passer ce moment avec nous. Le sommaire, ils ont dit oui sur les réseaux sociaux. Les moins de 15 ans sont interdits de réseaux sociaux par les députés. Les parents sont soulagés, mais les enfants ont plus d'un tour dans leur sac. La question du soir, dans un instant. Protection de l'enfance, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable ? À 18h10, le grand débat. Sébastien Lecornu révèle que des membres des ministères ont été contrôlés positifs à la drogue au moment où il envoie ses forces d'intervention pour exfiltrer le maire d'Alès, traqué par les trafiquants de drogue. Nous vous interrogeons. Drogue dans les ministères, les consommateurs sont-ils les premiers responsables du narcotrafic ? Réagissez parce que il se passe quand même plein de choses avec des vedettes de télévision interpellées, etc., etc. Réagissez au 0826 300 300 et puis sur nos réseaux sociaux, bien sûr, sans oublier la petite consultation et les deux questions que je viens de vous poser et qui sont mentionnées sur votre chaîne YouTube. Les vraies voix sont là. Ils sont avec nous ce soir pour débattre et pour relever le défi de débat, on va dire, qui s'annonce costaud. Michael Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir Michael. Bonsoir Frédéric. Prêt pour débattre ? Prêt. Bon, ça va être relevé, hein ? Comme chaque semaine. Bon, vous avez fait un contrôle, vous êtes négatif, j'espère. Aux drogues en tout cas. Oui, bien sûr. Yann Le Dortz, alors lui ancien cycliste, donc il a fait souvent des contrôles. Chef d'entreprise dans le domaine de l'automobile. Le Tour de France devrait arriver d'ici une douzaine de minutes. Évidemment, on vous dira tout. Bonsoir Yann Le Dortz. Bonsoir Frédéric. Et toujours positif, pas dans les contrôles, mais dans l'état d'esprit. Bien, c'est parfait. En revanche, lui, on est sûr qu'il est négatif puisqu'il est en retard et donc il n'a pas couru assez vite. Il va arriver dans un instant. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. C'est parti pour la question du soir. Les Vraies Voix Sud Radio. Les députés ont adopté hier une loi aux conséquences considérables sur l'avenir de nos enfants, à moins que son application ne soit irréalisable, d'où notre question du soir. Protection de l'enfance, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable ? Autour de nos trois vraies voix que je viens de vous présenter, intégrons une invitée prestigieuse, Laure Miller, qui est députée EPR de la Marne, rapporteure du texte de loi sur la protection de l'enfance à l'Assemblée nationale. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Alors voilà comment on va organiser notre débat. C'est-à-dire on va profiter de votre présence pour vous poser toutes les questions dans un premier temps. Il y aura la petite coupure arrivée du Tour de France et puis après il y aura le débat avec nos trois vraies voix qui n'hésiteront pas évidemment à vous poser des questions. Quand je pose volontairement cette question provocante, est-ce que c'est réalisable ? Allez-y. Est-ce que c'est vraiment réalisable ? Parce que entre les VPN, les trucages via l'IA, etc., ils ont plus d'un tour dans leur sac, nos jeunes. Alors oui, bien sûr. De toute façon, toute règle qui est posée dans notre société, qui est posée dans nos codes et dans notre loi, elles sont contournables. Si quelqu'un grille le feu à côté de chez moi et qu'il n'y a pas de policier, il aura contourné la règle. Pour autant, vous n'allez pas me dire qu'il faut retirer le feu ou le stop qui se trouve à cet endroit. Donc, bien sûr que la loi, elle sera sans doute contournable. Maintenant, il ne faut pas confondre deux choses qui sont un peu techniques. D'une part, l'estimation de l'âge et d'autre part, la vérification de l'âge. En Australie, qui est le premier pays à avoir interdit les réseaux sociaux, eh bien, ils ont mis en place une estimation d'âge. Si bien qu'en fait, en mettant votre visage... Ça n'a pas trop bien marché, en fait, c'est ça. Alors, ouais. En effet, ça n'a pas trop bien marché, même si vous lisez les articles et les journalistes qui relayent un peu ce qui se passe, il y a quand même une partie substantielle des jeunes qui ne sont plus sur les réseaux sociaux et des comptes qui ont massivement été supprimés. Donc, en effet, ça fonctionne pas à 100%, mais tous ces jeunes, très jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est quand même toujours ça de gagner. Bien sûr. Mais comme je vous le disais, c'est de l'estimation d'âge, donc un selfie suffit à permettre de rentrer sur un réseau social si le selfie suffit à démontrer que vous avez plus ou moins d'un certain âge. Donc le maquillage, l'intervention de l'IA, en effet, c'est très facile de contourner. En France et sous le contrôle de la Commission européenne, eh bien l'idée c'est d'avoir une vérification d'âge, c'est-à-dire de prouver avec un document officiel que vous avez plus de 15 ans. Ouais. Donc on est à un stade quand même de preuve qui est supérieur. Qui est un petit peu plus solide. Alors question de Yann Le Dortz. Oui, merci pour vos remarques. Moi je reprendrai l'exemple que vous venez de
publicité sur le feu rouge. En fait, si vous grillez le feu rouge, il y a peut-être pas de policiers tout le temps, mais quand il y en a, vous perdez des points, vous payez une amende, et si vous le faites souvent, statistiquement, à un moment donné, vous allez perdre votre permis. Oui. Aujourd'hui, dans cette loi, je pense que l'intérêt, c'est sûrement de montrer qu'on s'y intéresse et qu'on estime qu'il y a peut-être un problème. Oui. Maintenant, est-ce que c'est réalisable ou pas? Est-ce que ça va avoir un impact ou ça va pas en avoir? Un jeune qui s'inscrit qu'à moins de 15 ans, il se passe quoi? Ouais. Eh oui, est-ce qu'on lui retire des points sur son contrôle continu? Est-ce qu'on lui repousse l'âge de majorité à 20 ans? Allez-y, madame. Oui, vous avez raison, l'analogie avec le feu rouge qui est grillé a ses limites, parce qu'en effet, vous avez raison de le dire d'ailleurs, la loi, elle ne va jamais sanctionner que ce soit l'enfant, le jeune ou les parents. Les seuls qui seront sanctionnés, ce sont les plateformes, parce que ce que dit la loi, c'est que les plateformes ont l'interdiction, en gros, de laisser rentrer un enfant de moins de 15 ans sur leur plateforme. Donc c'est pas, en effet, on ne sanctionnera pas les enfants volontairement, ni les parents, c'est les plateformes qui ont cette mission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, normalement, dans leurs conditions générales d'utilisation, elles ne doivent pas laisser rentrer sur les plateformes des enfants de moins de 13 ans. Évidemment, c'est pas du tout respecté. Là, on met l'âge à 15 ans, on le fixe dans la loi et non plus dans les conditions générales d'utilisation. Et ce sera aux plateformes de faire respecter ce qui est désormais inscrit dans la loi. Bon, donc, alors ça, c'est la Commission européenne qui va gérer le respect de cette obligation. Bon, c'est une autre paire de manches. Alors, question de Michael Sherman. Simplement, je pense qu'on est tous d'accord sur le curseur qui est la protection de l'enfance. Et je trouve, et je comprends qu'il faut responsabiliser les plateformes, mais je pense qu'on oublie aussi toutes les victimes. Et je pense qu'il est utile de rappeler en fait les conséquences d'avoir laissé accès à trop d'enfants sans les protéger toutes les dernières années. Le but, c'est pas de responsabiliser ou de dire les politiques ont mal agi depuis toutes ces années, mais c'est juste que je pense que pour faire comprendre aussi à la société ce qui se passe, c'est de mettre en avant tous les phénomènes de suicide qu'on a eu des enfants qui ont subi le harcèlement scolaire, qui ont subi des attaques extrêmement graves qui les aient conduits à la dépression mentale et à des maladies psychiatriques où les services, moi je parlais encore à des médecins qui m'ont dit qu'ils n'ont plus les moyens de soigner ces enfants parce que concrètement, parce que la protection de l'enfance, le principe c'est une question la protection de l'enfance, mais je pense que les parlementaires doivent, c'est pas une question, c'est une suggestion, de plus en plus informer le public et communiquer sur les conséquences de ce vide juridique. Ça fait partie de la loi, madame la députée ? Non, ça fait pas partie de la loi. On a fait une loi qui était très simple et qui était de fixer cette règle, mais je partage totalement cet avis et ça doit pas d'ailleurs, une loi n'est pas forcément nécessaire pour faire cette prévention, cette communication. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut encore qu'on puisse et qu'on doit le faire, et les politiques, le gouvernement doit le faire, informer massivement parce qu'il y a encore des parents qui de bonne foi ne savent pas du tout ce que c'est que TikTok, que Snapchat et ne sont jamais allés dessus et qui seraient sans doute horrifiés s'ils voyaient tout ce qui circule et ce que leurs enfants peuvent potentiellement regarder. Donc il y a un vrai effort, je suis d'accord, sur la communication et la prévention. Alors, autre question, elle est pour vous, Sébastien Ménard. Est-ce que bonjour Laure Miller, c'est un ancien dirigeant d'une boîte de tech française qui va vous poser cette question. Est-ce que il y a pas, parce que il y a pas, j'ai déjà la réponse quand je vous pose la question, mais est-ce qu'on peut pas imposer à l'ensemble de cette plateforme qui utilise quelque part les outils, les balises les plus ingénieuses pour profiler quelque part les clients, les utilisateurs, les consommateurs, quel que soit leur âge, pour leur adresser, leur targeter ou leur retargeter des campagnes publicitaires? On sait que ces balises-là permettent aussi quelque part, par déduction, par intelligence artificielle, d'en déduire finalement l'âge de l'utilisateur, de l'usager, et donc de le bloquer. Voilà. Est-ce que ça, alors je me doute que c'est pas dans le texte, mais est-ce que c'est typiquement dans l'application du texte, dans le suivi que les différentes commissions françaises et européennes vont mettre en place pour suivre tout ça? Est-ce que on peut imaginer cela? Laure Miller. Ce serait bien, j'ai envie de vous dire, et vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, les plateformes ont les moyens techniques de pouvoir faire en sorte qu'aucun enfant de moins de 15 ans et hier de moins de 13 ans, si elles avaient respecté leurs propres règles d'utilisation, ne soient sur ces plateformes. Elles ont parfaitement les moyens de le faire. Et d'ailleurs, ça répond, votre question, elle répond déjà
aux critiques des plateformes elles-mêmes qui, ces derniers mois, nous disent mais on n'a pas les moyens, on n'est pas prêt pour mettre en place la vérification d'âge, etc. En vrai, ils ont tout à fait la possibilité de pouvoir identifier ceux qui ont moins de 13 ans, moins de 15 ans et de pouvoir les bannir des plateformes. Donc oui, j'ose espérer qu'elles auront elles-mêmes des outils qui leur permettra de faire un pré-filtrage. Mais le fait est qu'en tout cas, ce que prévoit la Commission européenne, c'est une vérification d'âge avec un tiers de confiance, c'est-à-dire avec un site, une plateforme neutre qui elle-même ne renverra au réseau social que l'information de l'âge pour éviter évidemment la fuite des données et que notre identité et nos données personnelles soient exploitées par les plateformes elles-mêmes. Merci beaucoup, Madame la députée Laure Miller, députée EPR de la Marne, rapporteure du texte de loi sur la protection de l'enfance à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je le rappelle, nous posons la question ce soir dans les vraies voix de l'été. Protection de l'enfance, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable? Vous nous donnez votre avis. On va en débattre avec nos 3 vraies voix qui sont là, qui sont bien installées. Sébastien Ménard, Yann Ledortz et Mickaël Sherman. Mais avant, chers amis, nous fonçons sur le Tour de France. Sud Radio, le Mac Détour. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. 17e étape, une étape de moyenne montagne à la montagne. 174 km 700 entre Chambéry et Voiron avec notre consultant Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. On se disait que cette étape était indécise au possible en termes de scénario. On est d'accord, c'est totalement indécis à 3 km de l'arrivée. Alors c'est indécis, mais ça a été une étape incroyable. Il y en avait partout. Et là, il y a un regroupement qui s'effectue. Mais avant cela, il y avait des coureurs sur tout chaque kilomètre de la route. Alors, un regroupement de 43 coureurs, c'est-à-dire c'est quand même impressionnant. Il y a 43 coureurs échappés sur les 160 et quelques qui restent en course. Et parmi ces coureurs échappés, il y a dans ce groupe de 43 de très gros sprinteurs comme Mats Pedersen, le maillot vert, qui a déjà pris les points du sprint intermédiaire. Il y a aussi Olaf Koy, le Hollandais. Il y a Michael Matthews et puis Jasper Philipsen. Est-ce que ça devrait donc arriver au sprint, Pascal Chanteur, entre les 43 ? Eh bien, écoutez, l'équipe Alpecin de Van Der Poel et de Philipsen font en sorte de pouvoir arriver groupés afin que le sprinter Philipsen puisse l'emporter et qui plus est se rapprocher du maillot vert que Pedersen détient à l'heure actuelle. Et si jamais il venait à gagner, Philipsen, ça pourrait le remettre dans le jeu du maillot vert. Bon, nous avons des Français dans ce groupe de 43, notamment Alex Baudin, et puis des coureurs comme Jordan Gégat qui va faire un beau rapproché au classement général puisque le peloton est à 7 minutes, hein, c'est ça ? Oui, exactement. Le peloton, bien écoutez, il est emmené par les équipiers du maillot jaune, Pogačar, et pour rallier l'étape sans trop de difficultés. Bon, et donc nous avons Jordan Gégat qui va faire un beau rapproché au classement général, qui est déjà dans le top 10. Il y a aussi un coureur français qui va vite au sprint, c'est Clément Russo. Vous nous confirmez sa présence, Pascal ? Oui, bien sûr. Clément est en tête de la course dans ce groupe et il va tenter le tout pour le tout pour essayer de se classer le mieux possible. Mais vous savez très bien que dans un sprint, des fois le placement permet aussi de l'emporter, donc on ne sait jamais. Allez, c'est parti, nous sommes dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre de cette 17e étape entre Chambéry et Voiron. Ils sont 43 dans une échappée qui compte 7 minutes d'avance sur le peloton. Il y a des Français qui vont vite au sprint et notamment Clément Russo, le coureur de l'équipe Groupama FDJ, qui va être emmené par ses coéquipiers. Mais bien sûr, il y a aussi dans cette échappée des hommes forts comme Ben Illy, comme Tish Benoît, comme Michael Valgren. Les sprinteurs vont-ils pouvoir aller jusqu'au bout dans ce dernier kilomètre? Ils sont
sont encore là. Nous allons avoir, c'est sûr, une explication maintenant au sprint avec Quinn Simmons, notamment le champion des États-Unis qui va travailler pour son maillot vert, Mats Pedersen. Nous avons Mats Pedersen qui pour l'instant n'est pas forcément très bien placé. Encore 700 mètres dans les rues de Voiron. Nous sommes dans l'Isère. Ce groupe de 43 roule tambour battant à fond les derniers mètres. Une tension énorme. Est-ce que les Français vont enfin pouvoir remporter une première étape? Clément Russo est assez bien placé. Il remonte d'ailleurs, Clément Russo. Il remonte à hauteur de Jasper Philipsen. Michael Matthews, l'Australien, est très fort. Michael Matthews, attention, il est tout à fait capable d'aller gagner alors que c'est Jasper Philipsen, justement. Jasper Philipsen qui lance le sprint avec Mathieu Van Der Poel également à ses côtés. Jasper Philipsen qui va s'imposer. Oh là là, superbe, très facile devant Olaf Koy et devant Michael Matthews. Voilà, victoire pour le Belge Jasper Philipsen, ancien maillot vert du Tour de France, qui n'avait toujours pas remporté de victoire sur ce Tour de France. Et bien ça y est, c'est fait. Il s'impose. Jasper Philipsen, bien emmené par Mathieu Van Der Poel. Jasper Philipsen qui s'impose au sprint. C'est logique, hein, Pascal Chanteur? Oui, tout à fait. Philipsen avait la chance d'avoir quelques équipiers autour de lui, qui plus est Van Der Poel pour le lancer dans le final. Et Van Der Poel a su maîtriser les dernières attaques dans les derniers hectomètres et Philipsen a réglé tout le monde. Voilà, déception pour les Français, mais Clément Rousseau effectivement a fait un beau sprint, mais pas suffisamment. Notons la 3e place du coéquipier de Paul Sexas, Olaf Koy, le Néerlandais, donc qui se classe 3e. On refera le point avec vous tout à l'heure, Pascal Chanteur. Il n'y aura pas de changement au classement général. Le peloton arrive avec beaucoup de retard. Jordan Jegat se rapproche, mais ça ne change pas grand-chose. On se retrouve dans un instant. Nous reprenons la question du soir, je vous le rappelle. Intervenez sur l'antenne de Sud Radio. Protection de l'enfance, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable? Nous en débattons avec vous, les auditeurs de Sud Radio, et puis avec nos 3 vraies voix, Mickaël Sherman, Yann Le Dortz et Sébastien Ménard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Ils imaginent déjà soudoyer leurs grands amis pour utiliser leur carte d'identité, collectionner les VPN, vieillir leur visage grâce à l'IA. Les moins de 15 ans seraient prêts à tout pour contourner la loi. La question du soir, protection de l'enfance, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable? On a eu le plaisir d'en parler avec l'une des rapporteurs du texte de loi sur la protection de l'enfance, Laure Miller. La députée était avec nous, elle a répondu aux questions de nos 3 vraies voix. Les 3 vraies voix ce soir, Mickaël Sherman, Yann Le Dortz et Sébastien Ménard. Messieurs, vous avez été convaincus par les explications, Yann Le Dortz? Sur les intentions, oui. Sur la mise en place, je pense que c'est une loi qui vient trop tôt par rapport aux moyens de contrôle qu'il peut y avoir et aux moyens de justification de l'âge qu'on peut mettre en place sur les plateformes. Sanctionner les plateformes, probablement que c'est possible. Mais encore une fois, je pense qu'on se fait vraiment plaisir, mais que derrière, même si on est tous convaincus qu'il faut limiter l'accès aux mineurs et notamment aux moins de 15 ans sur les réseaux sociaux, c'est pas la loi qui fera changer les choses. Elle dit c'est un moindre mal, c'est-à-dire que au moins ça va. Puis c'est important aussi que les parents finalement prennent conscience du risque, parce que le problème, vous qui êtes parents aussi, Sébastien Ménard, le problème c'est aussi la conscience des parents par rapport au danger. Non mais c'est aussi déjà c'était une promesse présidentielle. Donc Laure Miller a rejoint la majorité présidentielle. Donc elle porte aujourd'hui ce texte qui est un texte important. Et même si, comme le dit mon voisin de gauche, il n'y a pas grand-chose dedans, oui. Il y a quand même une intention importante qui permet de se retourner face aux plateformes. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. S'il n'y a pas de règle, c'est le Far West. Là, il y a une règle. Voilà. Alors après, est-ce que cette règle, elle est applicable? Est-ce que on n'aurait pas pu aller plus loin dans la loi? C'est ce que je disais tout à l'heure. La loi aurait pu
aurait pu quelque part imposer la pose de balises, mais après il y a des problématiques de RGPD, il y a des problèmes de CNIL, enfin il y a plein d'autres problèmes. Donc là quelque part on en reste à l'intention, c'est-à-dire des gamins de moins de 15 ans ne peuvent plus utiliser sans l'autorisation des parents de telles plateformes. Voilà, promesse présidentielle, parole donnée, parole tenue, on verra ce que ça donnera. Bon, et je précise que votre voisin de gauche, c'est sans doute la première fois qu'on dit que c'est un voisin de gauche, parce que vous n'êtes pas vraiment de gauche, Yann Le Dors, mais vous êtes... J'ai fait exprès, vous savez, à chaque fois... On connaît, hein. Mais non, mais vous êtes espiègle. Vous me mettez au centre. Donc ceux qui sont à la droite sont très à droite, et puis ceux qui sont à ma gauche sont à la gauche de la droite. Voilà. Regardez-nous sur la chaîne YouTube, vous verrez, mais c'est une très très belle ambiance. Michael Sherman, convaincu ou pas? Convaincu, non, je pense que... Par Sébastien Ménard, si. Non plus. Enfin, vous avez très bien exposé. Non, alors, en tout cas, pour compléter votre propos, vous avez raison, c'était une promesse présidentielle. Donc, comme la fin du quinquennat arrive, on avait dit qu'on allait le faire, on le fait. Je pense que c'est encore de l'hypercommunication présidentielle, puisque les études... il faut aussi, il le vote. C'est pas la communication, c'est on a connu mieux quand même. Il le fait. En tout cas, pour une fois que je leur fais un compliment, vous allez pas me... Non, vous faites pas de compliment, justement, parce que vous relativisez. Je vous dis ce que je pense. Lâchez-vous. Non, mais c'est la japonaise. Je vous dis ce que je pense. Exactement. Voilà. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une bonne intention. C'est une bonne intention, sauf que c'est simple. Si on observe ce qui s'est passé en Australie, toutes les études, le BMJ, ils avaient fait un testing sur 50 comptes, 0 compte avait été interdit sur les mineurs. Donc l'Australie a essayé, ça ne marche pas. La protection des mineurs, qui est un sujet sérieux au-delà de notre autodérision, etc., et nos blagues, c'est qu'il y a des vraies conséquences sur le psychisme et sur la santé mentale de nos enfants. Il est impossible quasiment, et il y a d'ailleurs Xavier Niel sur X qui a ironisé en attaquant cette mesure et en disant mais vous pourrez jamais empêcher des gamins d'y aller, et ils y arriveront de toute manière. Donc cette loi, c'est un effet d'annonce, c'est de la com. Maintenant, qu'allons-nous faire réellement pour protéger nos mineurs et être là un petit peu dans le SAV de cette loi qui ne va pas marcher. On ne pourra jamais y arriver, mais en même temps, il n'y a pas que des enfants qui veulent contourner les lois. Si les parents et les enfants savent que c'est interdit pour eux, il y a quand même aussi des enfants qui vont se dire non, c'est pas possible. Il y a Gérard de Marseille au 0826 300 300 qui est avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors convaincu ou pas? La parole présidentielle, pas trop, mais... Non, mais au-delà de ça, le texte. Bien sûr. Non, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Bah oui. Voilà. Faut pas partir déjà abattu. Voilà. Mais c'est normal, il faut protéger les enfants. Parce que, je sais pas moi, le harcèlement dans les réseaux sociaux, les petits qui se suicident... Comment on fait? Oui, et si on ne fait rien, du coup, après on dira, voilà, c'est pour ça que sur la notion de communication, j'entends bien Michael Sherman, mais c'est vrai, et Gérard l'a dit. Gérard, il a dit, moi, le président, visiblement, vous n'êtes pas macroniste, je l'ai entendu, Gérard. Mais on est obligé, voilà. Personne n'est parfait, Gérard, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Non, parce que quand j'ai commencé à travailler, Macron, il était tout petit, hein. Bon, d'accord. Non, mais alors, attendez, en même temps, il y a eu, alors, je sais pas, donc moi, en tant que journaliste, j'ai fait mon travail, c'est-à-dire, il y a eu des interdictions sur les sites porno. Donc, je suis allé voir sur les sites porno. J'y vais jamais, mais comme je suis journaliste, j'étais obligé de faire mon travail. Vous professionnalisme, on reconnaît votre procès. Et voilà. Et donc, il y a un système de reconnaissance faciale. Alors, j'étais obligé de tester, mais après, une fois que le site s'est ouvert, j'ai tout de suite éteint, hein, bien sûr. Okay. On est bien d'accord. Mais bon, ça dissuade, ça marche quand même. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des outils. Vous êtes d'accord, Gérard? Oui, bien sûr. Mais il faut les appliquer, hein. Et c'est ce que disait Yann Le Dors tout à l'heure. Yann Le Dors, hein? Si j'étais un peu taquin, je dirais, moi, je voterais une loi contre les incendies. Parce que c'est une bonne intention d'interdire les incendies, surtout en ce moment. Est-ce que ça empêcherait les incendies de se produire? Je suis pas convaincu. Voilà. Moi, j'ai une loi qui est très bien. Ceux qui mettent le feu, les incendies, on les met au bûcher comme au Moyen-Âge. On a trouvé une perle, ce soir. Alors moi, par exemple, si non, j'ai plus de 18 ans, je peux pas. Mais si je vais, le site porno, qu'est-ce qu'on fait? On revient au porno. Alors nous, on n'a pas été aussi professionnels que vous. On n'a pas fait le testing. Non, mais c'est important. Mais ce que dit Gérard est très important finalement. Il faut y aller parce que
au bout d'un moment, cette jeunesse, vous l'avez tous bien dit, elle est en difficulté, etc., etc. On marque une petite respiration, parce que comme ça, on va faire la conclusion de cette question du soir. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable? Et Quentin, qui a un petit peu plus de 15 ans, mais pas beaucoup plus quand même, il a hier fêté ses 22 ans, quand même, c'est vieux, 22 ans. Vous nous donnerez le résultat de la consultation sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Le débat nous concerne tous, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous êtes parents, vous êtes peut-être moins de 15 ans, on sait jamais, mais en général, si vous écoutez Sud Radio de 17 à 19h, vous avez plus de chances d'être parents. Et vous dites comment faire. Il y a cette loi, protection de l'enfance, nous en avons discuté, nous avons reçu la députée, nos 3 vraies voix ce soir, Mickaël Sherman qui est élu sans étiquette. Il est conseiller municipal inscrit sans étiquette. Pourtant, vous en avez sur votre chemise. Oui, c'est facile. Ouais, d'accord. Et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir Frédéric. vous dites 2 fois bonsoir, c'est très bien. Samedi, voilà. Yann Ledort, chef d'entreprise dans le domaine de l'automobile, toujours là. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes 2 chefs d'entreprise. Alors c'est petite entreprise, mais Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, c'est grosse entreprise, quoi. Il n'y a pas de petite ou de grande entreprise. Il y a des entreprises. Ouais. Quel homme. C'est beau. Et des entrepreneurs. C'est pour ça aussi que vous êtes éditorialiste, parce qu'on sent que vous avez aussi. Et pas que. Et pas que. Mais non, pas que. Vous faites de très bons barbecues, notamment l'été, je crois. C'est ça, oui. Puis je produis aussi quelques beaux événements événementiels. Ouais. Culturel notamment. On le dit pas assez, mais vous avez été président du basket Élan Béarnais Pau Orthez, qui est une. Vous l'avez compris, mon sport c'est pas le cyclisme. Non. C'est pas le football non plus. C'est le basket. Malheureusement, c'est le basket. Ouais. Enfin, heureusement pour moi, malheureusement pour cette antenne. Ouais. Et oui, j'ai été sollicité en 2022 quand des actionnaires américains ont abandonné mon club de basket, celui de mon enfance, Pau Orthez, qui s'appelle maintenant Pau Lac Orthez, l'Élan Béarnais Pau Lac Orthez. J'ai été sollicité par l'ancien maire de Pau, ancien haut-commissaire, qui fut Premier ministre, François Bayrou, François Bayrou, qui cherchait désespérément sous Huitaine un bridge. Mais c'était pas facile. Et on fera votre biographie un peu après, mais voilà, effectivement. Voilà, merci de m'avoir non, mais c'était important. Voilà, après cette parenthèse de 8 minutes 40. Ça m'a fait du bien de parler. Non, mais je dis bravo parce que c'est pas évident de relever ce défi et vous avez relevé ce défi. Et moi, je suis toujours admiratif par rapport à ça. Alors, protection de l'enfance. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle réalisable? Que disent, cher Quentin Saunier, les auditeurs de Sud Radio? Eh bien écoutez Frédéric, nos auditeurs répondent non à 76%. Et beaucoup de commentaires également en dessous de ce sondage. On a Stéphane qui nous dit « Le danger est sécuritaire à cause des hackers car les données seront regroupées au même endroit ». Et on a Martin qui répond « Non, ce n'est absolument pas réalisable. Tout ça n'est que de la communication politique pour les élections à venir ». Ouais. Bon, alors, oui, c'est l'histoire de ce que vous disiez, Mickaël Sherman. Vous êtes en train de vous filmer, Mickaël. Exactement. C'est pour les réseaux sociaux, c'est ça. On a eu beaucoup de succès. Regardez les effets des réseaux sociaux. On a eu beaucoup de succès la semaine dernière. Ben, je le sais bien. Ouais. Mais en fait, le réseau social vous sort un petit peu de vous pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que vous Alors, combien de pourcentage, donc, pour les. Question à piège. Et ils sont tous sur leur téléphone. Ça vous embête qu'on fasse l'émission, messieurs? Sébastien Ménard. Oui. Oui. Vous êtes là? Il est François Bayrou, il a téléphone. C'est incroyable, chers amis auditeurs. On fait un sujet sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. On est dans le sujet. Je pense qu'on devrait l'interdire pour les moins de 50 parce qu'autour de la table, ils sont tous sur leur réseau social. C'était Sofiane Ledort, qui est un peu. Il n'a pas de téléphone. Voilà. Si, il a un téléphone. C'est un entrepreneur à l'ancienne. Non, mais j'ai cru comprendre que vous étiez fan de barbecue et dans le barbecue, il y a les relations humaines. Donc moi, j'accorde beaucoup d'importance plutôt qu'aux réseaux sociaux. Donc, messieurs, encore une fois, on a bien compris que c'était très difficile cette lutte contre les réseaux sociaux parce que, et je vous remercie d'avoir fait des réseaux sociaux pendant le débat parce qu'on voit quand même qu'on est tous un petit peu accros et il faudra quand même en sortir parce que pour l'avenir de notre jeunesse, c'est problématique. Pour l'exemplarité. C'est beau ce que vous dites. En fait, elle est belle cette émission. Oui, je le pense. Ouais. Je le pense et pour beaucoup grâce à son présentateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'allais vous proposer un truc. Vous faites quoi dans 10 mois? Parce qu'on cherche des candidats à l'élection présidentielle. Eh bien, le écoutez, 43e ou le 44e. Je vais vous le dire par réseau social. Nous ouvrons tout de suite le tour de table. Les
Les vraies voix Sud Radio. Le tour de table avec Michael Sherman. L'Assemblée nationale considère non recevable la pétition contre l'utilisation d'armes en légitime défense par les policiers. Bon, ça ne vous a pas échappé, c'est une pétition à l'origine du groupe LFI. C'est une pétition à l'origine d'LFI. L'Assemblée nationale a rejeté. Alors, c'est pas une loi, mais je crois que c'est une tradition républicaine qu'en dessous de 500 000 signatures... Oui, il y en avait 700. Non, c'était 700, je crois. Ouais, exactement. Mais l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale part du principe qu'en dessous de 500 000 signatures, ils ne prennent pas en compte une pétition. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas poursuivi. Mais ce que je voulais, et faire le lien notamment sur ces mesures, c'est de parler encore une fois des victimes et de qui aujourd'hui souffrent. C'est la police. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont au front. Vous avez hier rendu hommage sur votre antenne aux policiers qui avaient été blessés à Marseille dans la nuit du 20 au 21 pour un refus d'obtempérer. Les 3 jeunes qui étaient dans cette voiture d'un refus d'obtempérer, il y avait un jeune de 13 ans, un jeune de 15 ans qui le soir en pleine nuit était dans une voiture qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le policier, à la suite de multiples fractures, a été mis dans un coma artificiel pour soulager ses blessures. Aujourd'hui, la police hésite avant d'intervenir. Vous parlez avec des policiers, moi j'ai la chance avec l'association Engagement France Solidarité d'aller dans les commissariats au contact des délégués syndicales et des syndicats de police. Les policiers qui reviennent d'intervention vous disent, moi demain j'ai femme et enfant, je suis payé 2500 € net par mois. Je veux peut-être pas risquer ma vie sachant qu'en plus dans la presse je vais être mis en pâture, sachant qu'il y a la jurisprudence Naël. Mise en garde à vue tout de suite. Ça c'est automatique, c'est la loi qui le prévoit et heureusement que mais faut comprendre que l'administration aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, les policiers sont l'une des administrations les plus contrôlées. Fort heureusement en démocratie, mais il faudrait pas que dans l'inversion victimaire et dans l'inversion accusatoire, ce soit le policier qui soit mis comme un coupable et mis en pâture. Donc moi ma pensée mais en tout cas. En même temps c'est bien aussi de conserver. On va justement Sébastien Ménard. C'est bien aussi de conserver quelques garde-fous, puisque une arme à feu, ce n'est pas anodin. Non mais il faut évidemment des garde-fous. On est dans un état de droit. On le dit souvent ici, et parfois nécessaire de calmer les ardeurs radiophoniques d'un certain nombre de nos intervenants. Mais je pense que ce que vous dites, Michael, c'est un peu vrai. C'est aujourd'hui, on se demande comment faire respecter la loi. La vraie question, c'est celle-là. Parce qu'il y a effectivement la doctrine qui, normalement, permet de mettre hors d'état de nuire des délinquants ou des primo-délinquants, enfin, des gens qui enfreignent la loi. Sauf que la proportionnalité avec laquelle les forces de l'ordre, donc l'état de droit, doit répondre, est sujet à caution. Et au-delà de la caution, est sujet à controverse. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ça sert à quoi d'avoir des fonctionnaires de police armés s'ils ne peuvent pas sortir leurs armes ? Ça sert à quoi d'équiper des forces de police si les équipements, quelque part, alimentent toutes les controverses et tous les fantasmes sur une très grosse partie de l'échiquier politique de gauche. C'est ça la vraie problématique. Je pense que c'est aussi l'éducation à la maison. Il n'est pas normal que dans notre pays, les policiers, que des enfants, des jeunes, des adolescents me disent, moi, quand on reçoit des jeunes le jeudi pour des permanences pour les accompagner sur leur CV, c'est pas normal qu'ils me disent, j'aime pas la police. C'est qu'à la maison, ils ont aussi entendu un discours et que dans l'éducation et dans ce qui circule par ces politiques aussi qui sont inconscients. La France insoumise, quand ils font des tracts et qu'ils font des pétitions contre la police. Mais il y a un problème dans ce pays, c'est que si on protège pas notre police, mais aussi notre justice, parce que le manque de moyens, c'est aussi un signal envoyé à ces gens-là, ces fonctionnaires et ces serviteurs de l'État, autant dans la police que dans la justice. Si on leur donne pas les moyens d'exercer. Moi, je fais du tir sportif, je tire 50 à 100 cartouches par semaine. Vous savez faire la différence entre je tire dans une jambe et je tire dans la tête. Exactement. Voilà. Je sais le faire. Mais les policiers, si vous leur donnez que 50 cartouches par an, un policier, je crois, il doit tirer 60 cartouches par an.
Les policiers municipaux, c'est pareil. Par an, comment vous voulez qu'un policier il sache se servir même de son arme et qu'il puisse répondre avec des délinquants qui aujourd'hui ont des kalachnikovs, ont un réseau d'armes? Oui, c'est la proportionnalité qui est plus adaptée. Donc moi je pense qu'il faut envoyer un signal fort d'amour à nos forces de l'ordre. Moi je vois dans d'autres pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Israël, où on est fiers de nos policiers, on est fiers de ceux qui servent la nation, on est fiers de nos soignants, et je pense qu'il faut vraiment faire un appel d'amour à ceux qui nous défendent. Voilà pour votre tour de table. On sollicitera d'ailleurs notre auditeur fil rouge qui va arriver dans un instant et qui sera ministre de l'Intérieur. Yann Le Dortz, vous vouliez revenir sur les solutions écologiques pointées du doigt, alors notamment sur l'éolien, le solaire et aussi l'hydrogène. Alors notamment le RN parle beaucoup en ce moment, ça y est, le RN se met quand même enfin à l'écologie. Yann Le Dortz. La présidentielle approche, donc il y a des sujets qui vont venir d'actualité et qui vont faire un peu le fil rouge de cette campagne présidentielle. L'énergie en est un. Et ce qui est désespérant, c'est qu'on dit souvent qu'il y a de la récupération politique. Ce qui est désespérant, c'est qu'on en est toujours à rappeler De Gaulle et le développement du nucléaire. Et on est incapable d'avoir un vrai débat sur le mix énergétique, ce qu'il nous faut, ce qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que si vous demandez à un écologiste est-ce qu'il faut faire du nucléaire, il va vous dire non, ça pollue pour des décennies. Et puis c'est dangereux, c'est-à-dire ça peut être dangereux en cas d'accident. Voilà. Si vous demandez à quelqu'un qui est pro-nucléaire s'il faut faire du solaire, il va vous dire non parce qu'il n'y a pas du soleil tout le temps et on peut pas stocker l'énergie. Donc on peut demander à tout le monde, chacun va avoir son avis et il n'y a aucune réflexion sur le contenu du mix énergétique dont on a besoin. Et moi je pense que les principales questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on maîtrise ? On maîtrisait le nucléaire, on doit pousser le nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du nucléaire ad vitam aeternam. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une solution énergétique qui nous permet de prendre le temps de réfléchir au mix énergétique. Une grande partie de la classe politique française est d'accord sur le nucléaire. Ouais, mais ça revient régulièrement. Ouais. De dire que l'éolien, ça marche pas, peut-être ou peut-être pas. Il y a les usines marémotrices qui pourraient amener de l'énergie. Ce matin, un député RN dit c'est une catastrophe écologique et l'éolienne et le solaire. Moi, je vais prendre un exemple qui pour moi est assez flagrant de la façon dont on peut réfléchir les choses. Si vous regardez la ville de Las Vegas, qui est en plein désert, elle a besoin d'électricité. Comment elle fait l'électricité ? On pourrait dire, elle fait l'électricité avec des panneaux solaires. Eh ben, c'est pas le cas. Une grande partie de l'électricité, c'est fait comment ? C'est fait avec un barrage hydraulique qui est utilisé la nuit pour faire de l'électricité. Et il y a des panneaux solaires le jour qui font utiliser des moteurs électriques pour remonter l'eau. C'est ce que vous dites, le mix énergétique. Et voilà. Et donc on stocke de l'énergie électrique sous forme de quantité d'eau pour un barrage hydraulique. On peut avoir ces réflexions-là et on est incapable de les avoir. Et c'est assez désespérant de pas être capable d'avoir cette réflexion-là. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut regarder les avantages que l'on a. Le nucléaire en est un. C'est peut-être pas l'avantage qu'on doit conserver sur 50 ou 60 ans ou 100 ans parce qu'on sait la problématique des déchets nucléaires. Mais par contre, d'avoir ces débats-là où un coup à gauche, un coup à droite, on dit je suis pour, je suis contre, ça amène pas à grand chose et on devrait un peu élever le débat. Ce n'est pas productif et ce n'est pas énergétique du coup. Alors, sur les vraies voix, chères vraies voix, il y a un troisième tour de table, celui de Sébastien Ménard. Mais il est tellement beau, son tour de table, qu'on va le garder tout à l'heure. Parce que je voudrais conclure cette émission aux alentours de 18h50 là-dessus. Les vacances ne sont pas faites pour fuir sa vie, elles sont faites pour revenir en septembre avec une vie meilleure. Vous écouterez les conseils diététiques tout à l'heure. Mais puisqu'on était sur des questions éminemment régaliennes, on va dans un instant accueillir l'auditeur fil rouge qui sera ministre de l'Intérieur et qui vous fera ses propositions. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Au 17h-20h, Frédéric Bradel. Ah, c'est une émission très ministère de l'Intérieur ce soir. Je vous le rappelle, tout à l'heure à 18h10, nous ouvrirons le débat sur le narcotrafic. Vous avez vu, Sébastien Lecornu a fait des tests anti-drogue et il se trouve que plusieurs membres des ministères sont positifs. Et il l'a révélé. Voilà. Alors, les consommateurs sont-ils les premiers responsables du narcotrafic ? Nous poserons la question. Vous réagissez au 0826 300 300. Michael Sherman, Yann Le Dortz et Sébastien Ménard sont nos trois vraies voix de la session et ils se régalent. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais vous le faites bien. Et c'est le moment d'accueillir notre auditeur fil rouge qui devient ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh, la Picardie, Amiens. Bonsoir André.
Bonsoir. Vous êtes dans les ortillonnages, vous vous faites bronzer un peu dans les ortillonnages amiénois? Ah bah jusqu'ici on a eu du beau temps, aujourd'hui c'est un petit peu plus gris mais ça va. La température est encore bonne. Amiens, évidemment. On va essayer de vous amener un petit peu de soleil. Ouais, la Tour Perret. Vous savez que j'ai fait mes débuts en radio à la Tour Perret, moi. Ouais, voilà, Amiens. Voilà. Sous la pluie donc. Quand il pleuvait, oui. Ah, d'accord. Cher André, alors vous avez un triple challenge. Le premier, c'est d'être ministre, on vient de le dire. Le deuxième, c'est de jouer, on en reparlera après. Puis le troisième, c'est de débattre avec nous. Alors nous vous collons donc cette tâche. Être ministre de l'Intérieur en 3 points. Le premier point, cher André. Alors le premier point, c'est d'actualité, c'est le narcotrafic. Donc avoir le courage politique de vraiment faire de la lutte contre le narcotrafic. Parce que les Français, il y a une attente de ce côté-là. Pour vous, il n'y a pas le courage politique. Et on en reparlera tout à l'heure, il y a aussi une histoire des consommateurs, on est bien d'accord? Oui, c'est un ensemble, bien sûr. C'est un ensemble. Il n'y a pas que la lutte au niveau du narcotrafic, mais il y a plein de raisons qui se cumulent, en fait, si vous voulez. Deuxième point. Remettre ce qui se faisait dans le temps, c'est la police de proximité, parce que les gens en ont marre le climat d'insécurité, les incivilités, etc. Donc remettre au goût du jour la police de proximité par des patrouilles à pied, des patrouilles dans les centres-villes et dans les quartiers. Mais alors comment vous faites la répartition entre police nationale et police municipale, qui a un peu ce rôle maintenant quand même de police de proximité? Justement, de toute façon, toutes les grandes villes, par force, développent le nombre de policiers municipaux. Donc c'est vrai que la police municipale connaît mieux les quartiers, mieux la population. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus pour redonner du lien, ce qu'on appelle le lien social et le vivre ensemble. Bon, et troisième point? Et le troisième point, c'est quand il y a des manifestations, moi je reviendrai sur les anciennes méthodes de maintien de l'ordre, c'est-à-dire différencier les compagnies de CRS et la gendarmerie mobile, parce que là, depuis la fusion entre guillemets avec le ministère de l'Intérieur, entre la gendarmerie et la police nationale, la gendarmerie mobile, ils ont copié un petit peu sur le système de CRS avec des petites unités, peut-être plus mobiles, mais qui se font prendre à revers et qui a beaucoup plus de blessés, etc. Donc, pour vous, c'est pas efficace. D'accord. C'est pas efficace. Il y a Michael Sherman, c'est un petit peu, vous l'avez entendu tout à l'heure, aborder cette question. Vous tiquez, Michael Sherman, sur le troisième point? Oui. Plus de blessés, on peut pas remettre en cause le lien de causalité entre la fusion des deux ministères. C'est d'une parce qu'il y a peut-être une réponse à la justice qui est moins ferme envers les auteurs. Donc voilà, mais le lien de causalité entre fusion des deux ministères, pas forcément, parce qu'aujourd'hui on a des équipements et des techniques d'intervention inspirées d'autres États qui les forment, etc. Où aujourd'hui il y a une réponse qui est tactique et au contraire, on a maintenant, comme on est habitué à des phénomènes notamment de hooliganisme, de black bloc venus de l'étranger, où au contraire, je pense qu'on est arrivé à un niveau de perfectionnisme et de professionnalisation des équipes d'intervention. Par contre, ce qui est vrai, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, sur le manque de moyens donnés à la police, mais aussi à la justice pour enfermer ces phénomènes notamment d'hooliganisme ou de violence urbaine. En tout cas, félicitations à vous, André, pour votre première tâche. Vous feriez donc un ministre de l'Intérieur. Alors, je ne dis pas un bon ministre de l'Intérieur, parce que je laisse évidemment vos administrés en juger, mais en tout cas, très structuré. On va voir si vous êtes aussi structuré dans le jeu de l'été. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. André, vous allez choisir votre coéquipier dans ce jeu de l'été. Alors, le thème ce soir, les tubes de l'été. Oui, parce que on rentre vraiment dans l'été. Il y en a marre de tous ces sujets durs et tout ça. Donc, il va falloir trouver les interprètes. Alors, vous faites équipe avec qui? Avec Yann Le Dortz, avec Sébastien Ménard ou avec Michael Sherman, André? Je suis jamais arrivé premier, donc vaut mieux pas me prendre. On va prendre Sébastien. Allez, avec Sébastien. C'est bien choisi. Sébastien, c'est celui qui va le plus en soirée, qui danse le plus. C'est celui qui a le plus
de mal à reconnaître quand il est fatigué. Donc j'ai mis mon casque. Oui, voilà, c'est très bien. Et donc Yann et Michael sont ensemble, font équipe. Donc écoutez bien, ce sont vraiment des tubes de l'été. Il faut nous donner l'interprète. Yann, oui. Le son dans le casque, il est bien synchronisé, on est bien en direct. Oui, on est bien en direct. Parce que Sébastien Ménard je me méfie mon voisin de droite qui ne l'est pas forcément. Non, il a mis son casque, mais vous entendrez aussi bien. Et puis que dire d'André qui lui a le téléphone pour écouter. Vous entendez bien, André, on est bien d'accord? Oui. Allez, on y va. Y a pas de souci. Très bien. Qui chante ça? C'est parti. Jimmy Cliff. Oh, Jimmy Cliff. Pas mal. C'est Yann qui il vient d'où ce Yann là? Qu'est-ce qui se passe là? De droite. Ouais, c'est ce qu'on appelle un... Alors tout le monde a répondu d'ailleurs, y compris André. Je vous ai bien entendu tout ça, mais bon. Ça fait un point partout. Ça fait 1-0 pour l'équipe Yann-Michael. Non mais attendez, c'est pas très l'équipe sympathique. qui gagne et l'équipe qui arrive à 5 points. Deuxième extrait. Voyage. Désirless. Alors là, Sébastien et André qui répondent, parce que j'ai entendu en plus André et Sébastien. Ça fait 2 points. Ça fait 1-1. Négocie, hein. Troisième extrait. Whitney Houston. Sébastien et André. Vous êtes bien là, Sébastien et André. Ça fait 2-1. Pas de bruit bizarre dans le micro quand vous êtes déçus, s'il vous plaît. Alors attention, là c'était un slow de l'été. Là c'est plutôt un message d'été. Il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé. Oui, Christophe Maé. Ça fait. En fait, André, il a compris le truc. Il répète ce que dit Sébastien. Il a raison. Mais c'est ça, un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, André. Hein. Il y a celui qui fait la passe et puis celui qui met le but. Voilà. Ouais. Attention, c'est ce qu'on appelle. Ah non, il y a encore. Oui, c'est 3-1 pour vous. Extrait. Les Eagles. Ça fait 4 pour Sébastien et André. Yann et Michael, encore un et vous avez perdu. Hein. Là, c'est là qu'il faut. Je sais pas où les gens trouvent le temps comme ça d'écouter autant de musique. Vous avez donné Jimmy Cliff tout de suite. Et puis Michael Sherman, il connaît que les discours politiques. Bon, c'est que ça. Attention, balle de match très facile. Réponse. Vous dites qui? Niagara. André a dit Niagara. C'est André qui offre la victoire. André et Sébastien, vous vous imposez 5-1. Vous êtes très forts. Yann et Michael, baissez la tête, mais vous reviendrez fiers pour le débat dans un instant. Ils ont la Somme à 5 à Amiens. Oui, la Somme, bien. Somme, le département, Amiens, vous appelez. C'est ça. Vous avez vu les mecs de droite quand même? Ils s'amusent pas, ils savent pas s'amuser. Non, mais ce qui est fort sur Sud Radio, c'est qu'on est plus stressé pour le blind test que pour les autres débats. Mais voilà. C'est pas faux. Donc il y en a qui sont plus motivés que d'autres. Dans un instant, le trafic de drogue et quels que soient vos jeux, n'en utilisez jamais. À bon entendeur, salut. Dans un instant, les infos. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Les problèmes de narcotrafic sont légion en France. Vous l'avez vu à Alès dernièrement, mais il y a aussi les consommateurs qui posent problème. Et vous allez le voir, après les déclarations du Premier ministre Sébastien Lecornu, il y a de quoi se poser des questions. Le temps pour moi, donc, avant d'aborder ce grand débat particulièrement houleux, de vous représenter les 3 vraies voix du soir. Il est toujours impeccable, cravaté, qu'il soit face à ses administrés ou pas. Il est conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Il a surtout dans son cœur de la solidarité. Michael Sherman. Rebonsoir Frédéric. Voilà, ça vous a plu ? Mais franchement, je suis très touché. Un chef d'entreprise perspicace, logique, qui est capable de tout déconstruire et de tout reconstruire. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs dans le domaine de l'automobile. Confiez-lui votre voiture, il enlèvera tout et remettra tout dans le bon ordre. Yann Le Dortz. Bonsoir. Enfin, il est l'ancien, il est l'habitué, il est devenu éditorialiste, mais c'est surtout un entrepreneur dans la food-tech. Tout à l'heure, il nous fera rêver comment bien manger sans prendre du poids et pouvoir briller sur la plage, ce qu'il fait régulièrement à Biarritz. Sébastien Ménard. Sous vos applaudissements. Bien sûr. Messieurs, maintenant que je vous ai flatté à votre juste valeur et on en a tous besoin, entrons dans le vif du sujet, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio.
Sébastien Lecornu révèle que des membres des ministères ont été contrôlés positifs à la drogue au moment où il envoie ses forces de l'ordre spéciales d'intervention exfiltrer le maire d'Alès traqué par les trafiquants de drogue. Le parallèle des deux informations interroge sur la portée de la lutte contre le narcotrafic, d'où notre question, #drogue dans les ministères. Les consommateurs sont-ils les premiers responsables du narcotrafic? Justement, écoutez Sébastien Lecornu, il se confiait à nos confrères de Paris Match autour de cette question. On parle d'1 million de Françaises et de Français qui consommeraient de la cocaïne, avec une explosion du nombre d'overdoses. Et c'est autant de vulnérabilité. Et c'est vrai que le testing en mauvais français que j'ai décidé, c'est surtout pour éviter de porter une vulnérabilité. Quand vous êtes membre d'un cabinet ministériel, par définition, vous êtes habilité à du secret défense parfois, vous êtes amené à connaître des affaires de l'État. Et lorsque vous portez une vulnérabilité aussi grave que la consommation de drogue dure, tout simplement, vous êtes vulnérable. Et donc si vous êtes vulnérable, vous n'avez pas votre place à la tête de l'État et dans les sphères importantes de l'État. Mais c'est pas une mesure événementielle, c'est-à-dire qu'elle va produire des effets dans la durée. Déjà, on a dû écarter des gens qui ont été testés positifs. Surtout, ces tests vont être aléatoires. Et comme jadis d'ailleurs la lutte anticorruption, les questions de transparence financière, je pense que c'est quelque chose qui va avoir une vie dans la durée. Il n'y aurait pas de mort de ces trafics dans les quartiers s'il n'y avait pas de consommation, y compris, il faut bien le dire, il faut casser le tabou parmi un certain nombre d'élites. Bon, ça a le mérite d'être dit. C'est vrai qu'en l'entendant, ça vous prend à la gorge et vous dites, mais oui, 1 million de Français qui sont à la cocaïne. Sébastien Ménard. C'est étonnant et pas étonnant. On est dans un pays, selon l'INSEE, on est 69 millions. Je fais partie de ceux qui disent qu'en France, on est un petit peu plus nombreux, pour des raisons diverses et variées, dont on débattra pas ici maintenant. Mais 1 million, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Voilà. Non mais attendez. Déjà. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Non mais ça dépend de quoi on parle, parce que là c'est facile. On parle de consommation de drogue. Non mais consommation de drogue. Est-ce que c'est une personne qui a testé une fois dans sa vie, etc., en soirée, sur le coin d'une table? Je dis pas que c'est bien, la drogue, c'est pas bon. Ça a coûté 150 €, c'est allé dans la poche du trafiquant et ça a alimenté le business. Non mais quand on jette comme ça à la figure des Français des chiffres qui font peur, 1 million, ça fait peur. Voilà, bon, moi je vous dis qu'il y ait 1 million, 1,2 million ou 500 000 ou même 100 000, aujourd'hui, l'État ne fait pas ce qu'il faut pour mettre un coup d'arrêt au narcotrafic. Pourquoi ? Parce que le narcotrafic, ça ne fait pas qu'enrichir des pontes du deal qui sont à Marrakech, qui sont à Dubaï ou qui sont ailleurs. C'est pas ça. C'est que ça fait vivre, en Algérie comme la DZ Mafia. Ça fait vivre toute une économie. Ça fait vivre des mamans, ça fait vivre des enfants. Pourquoi ? Posons-nous juste cette question. Encore une fois, je ne justifie rien. Alors, justement, voilà. Élément de réponse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des consommateurs, Yann Le Dort. Je pense que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de trafic. Donc à partir de là, si on arrête et si on fait en sorte qu'il y ait moins de marché, il y aura moins de trafic. Ce que vous dites, pardonnez-moi Yann, mais ce que vous dites est partiellement vrai, parce que regardez toutes les drogues dures qui sont des drogues mais totalement abominables, l'héroïne, etc. Il n'y avait pas de consommateur, c'est le marché qui a fait le consommateur. Pardonnez-moi. Donc c'est pas on peut pas jeter à la tête de nos auditeurs, à la tête des Françaises et des Français. Je suis pas d'accord. Je peux vous dire que oui. Je suis pas d'accord. C'est parce que la drogue est un produit qui amène quelque part ou du plaisir et qui après amène de la dépendance. Et c'est ça, et c'est le marché qui crée la demande. Et la demande après elle est profitable. Et donc il y a des gens qui vont s'enrichir sur le trafic de drogue. Oui, c'est le marché qui fait la demande. C'est pas que la demande qui fait le marché. Vous réinventez l'économie, c'est-à-dire on développe la production, on développe la consommation. Donc ça, c'est la base de l'économie. En l'occurrence, c'est vrai que là, le problème, c'est que quand vous avez une consommation qui ne se justifie pas, du coup, il n'y a pas de production. Michael Sherman. Il y a ce chiffre d'1 million que revendique le Premier ministre. Il y avait un autre chiffre qui avait été publié par l'Observatoire des drogues et des tendances addictives qui parlait que 5 millions de Français reconnaissaient avoir déjà consommé. C'était notamment, je crois, ce qu'ils appellent les drogues dites douces. Oui, donc le hashish. C'était du cannabis. Ils reconnaissaient les 12 derniers mois, 5 millions de Français reconnaissaient les 12 derniers mois avoir consommé du cannabis. Donc, la réalité, elle est là. C'est jusqu'où va la protection de la vie privée. Mais il y a aussi, moi, je trouve, une aberration. Comment ça, jusqu'où va la protection de la vie privée ? Vous traversez la frontière aujourd'hui. Donc nous sommes en Europe.
nous appartenons à l'Union européenne. Vous traversez la frontière, il y a une législation qui est différente juste en passant la frontière dans la même zone globalisée. Enfin, donc, ça reste interdit. Effectivement, on peut aller aux Pays-Bas où il y a des endroits pour fumer. Lorsque vous êtes chez vous, ils autorisent. C'est un vrai débat national, d'intérêt général. Est-ce que en France, il est normal, alors que dans d'autres pays européens, qu'il soit toléré que, par exemple, à son domicile, des Français puissent avoir le droit et de légiférer et donc d'autoriser, donc soumis à la TVA et de créer un commerce libre de la consommation notamment du cannabis. Le problème là sur notamment ce que moi j'appelle des drogues dures, c'est tout ce qui est lié notamment aux produits chimiques. Là, c'était la cocaïne, je crois, qui était concernée, ou des personnes de ministère qui travaillent auraient été testés positifs à la cocaïne et écartés. Oui. On peut pas imposer. Vous faites un peu la différence entre drogue dure et drogue douce. Bon, on va y revenir parce que vous vous souvenez, hein, nous avons notre auditeur fil rouge, André, hein, qui habite à Amiens, qui est avec nous. André, vous venez d'entendre des points de vue là, ici autour de la table. Vous mettez tout sur le dos des consommateurs ? C'est un ensemble. Pourquoi ? Parce que effectivement, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des consommateurs. Sauf que quand on regarde, ils se sont mis au goût du jour, les revendeurs, parce que ce ne sont pas des producteurs, ils importent. Vous pouvez commander via des sites, il y a du packaging, il y a des livraisons à domicile. Donc ils ont étendu l'offre, et ce qui est automatiquement, vous avez plus de demandes. Évidemment. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je le rappelle, ça entraîne un trafic, et ce trafic met aujourd'hui en difficulté nos élus. Vous avez vu le maire d'Alès, Sébastien Ménard. Non, mais ce que dit notre auditeur est extrêmement important. Le marché s'est transformé, les processus se sont modernisés, les flux se sont accélérés. Donc de dire c'est les méchants consommateurs, etc. Bah oui, moi, mais attendez, et je le dis pas comme ça, je le dis pas avec cette voix, mais moi je le dis par exemple. Donc pourquoi vous le dites avec cette voix, Sébastien ? Mais parce que ça vient quelque part souligner, admettre une espèce de démission institutionnelle qui consiste à dire on n'est pas capable de lutter contre le narcotrafic. C'est pas une démission institutionnelle, c'est une démission citoyenne là, en l'occurrence. Non mais quand c'est le Premier ministre qui dit c'est compliqué, machin, etc. Et je suis plutôt copain avec Sébastien Lecornu, mais là la mesure qui consiste à faire du testing, à faire du testing dans les cabinets ministériels. Bon, je veux bien, c'est à la limite, c'est pour lutter contre ce sentiment que les élites sont pourries dans les médias, dans la politique, et qu'on prend de la cocaïne comme on mangerait un Big Mac. Bon, c'est pas totalement vrai. C'est peut-être pas faux, mais c'est quand même pas une généralité. C'est très bien de l'avoir dit, mais après de dire il y a quand même 1 million de... Mais attendez, faisons déjà ce qu'il faut pour aux frontières. Vous sans déconner, quand les go fast, les machins, les trucs, on en attrape un, on en laisse passer 100. Okay. Ouais, mais ils reviendront pas si on leur achète pas. Qu'est-ce que dit Sébastien Lecornu, votre ami ? J'ai bien compris, Sébastien. On peut être ami et pas être d'accord. Hein. Oui, c'est pour ça. Il dit les membres des cabinets ministériels et la plupart des hauts fonctionnaires ont accès à des informations extrêmement sensibles. Consommer de la drogue, c'est être vulnérable. Oui, on ne peut pas condamner les assassinats de jeunes de 16 ans dans les quartiers, etc. Qui peut dire qu'il n'a pas raison ? Attendez, Monsieur Brindel. Moi, j'ai fait quasi 10 ans de cabinet ministériel. Quand on est conseiller ministériel, même à un poste important, on n'est pas au courant d'une intervention, d'un go-fast, d'un barrage, d'un machin. Pardonnez-moi, mais ça, c'est une farce. Je vois pas comment on peut le contredire. Bon, vous savez ce qu'on doit faire ? On doit marquer une petite respiration parce que ça va nous faire du bien. Ici, nous ne vivons pas du trafic, mais que de la beauté de notre travail. Et donc, il faut bien avoir un petit peu de publicité. On revient, vous avez votre avis. Intervenez au 0826 300 300. Je savais que ce débat serait passionnant. Il l'est beaucoup plus qu'encore que je ne le croyais. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Attention, ce débat est houleux. Michael Sherman, Yann Ledort, Sébastien Ménard, les trois vraies voix. André, notre auditeur fil rouge qui est là. Le grand débat entre l'intello donneur de leçons qui partage son pétard en soirée, le conseiller politique ravitaillé en cocaïne pour maintenir ses yeux ouverts, la vedette people branchée au cachet magique. Nos élites ne se gênent pas pour distribuer leurs billets de banque aux jeunes revendeurs de drogue placés en première ligne du narcotrafic. Nous ouvrons le débat
Drogue dans les ministères, puisque Sébastien Lecornu l'a rappelé dans une interview, la question, les consommateurs sont-ils les premiers responsables du narcotrafic? Que disent, cher Quentin Saunier, les auditeurs de Sud Radio sur le compte YouTube? Sondage assez clair, 86% répondent oui, les consommateurs sont les premiers responsables du narcotrafic. Beaucoup de commentaires également, on a Romain qui est en colère et qui dit les premiers responsables sont ceux qui ont préféré mettre la poussière sous le tapis pendant des décennies sous prétexte d'apaisement. Et on a Mathéo qui dit c'est le principe même de l'offre et la demande, pas de consommateurs, pas de trafic de drogue. Bien, alors là donc lui il est donc adepte de la thèse de Yann Le Dort. Sur la poussière sur le tapis, je vais vous chercher Sébastien Ménard, parce que qui a mis la poussière sur le tapis? Sans mauvais jeu de mots. Hein. Non, mais justement, parce que cette poussière sur le tapis, ça vous ouvre le débat. Vous voyez mon souci du pluralisme. Donc, ce sont les consommateurs qui ont mis la poussière sur le tapis, pas que vous dites. Non, pour moi, c'est l'impuissance des États, voilà, qui ne réussissent pas à lutter efficacement et à assumer la réponse martiale. Qu'on doit être capable quelque part de mettre à disposition de la société. Demain, vous voulez. Moi, je ne connais pas la DZ Mafia, je ne sais pas ce que c'est, etc. Je dis simplement, quand on arrive à faire extraire par les forces spéciales de son domicile un élu de la nation, sa femme et ses enfants, d'accord, menacés de mort, et je pense qu'on n'est pas là dans l'orchestration théâtrale. On est dans l'État, les services de renseignement français doivent avoir suffisamment d'éléments pour imaginer que les mesures à mettre en place pour protéger le maire d'Alès contre la DZ Mafia, en l'occurrence Christophe Virenque, exactement, sont fondées, sont établies, sont extrêmement graves. Mais on attend quoi? On attend quoi? Et pardon, je me suis fait une contrepétrie. Excusez-moi, non, Sébastien. La seule réponse, c'est de dire c'est les consommateurs. Sébastien, arrêtez. Je me suis trompé. La prononciation, c'est Rivanque, parce que c'est le cycliste qui vous parle. J'ai fait Virenque. C'est Rivanque. Voilà, juste là. Donc, allez-y, continuez. C'est pour ça, n'ayez pas peur quand je vous coupe. Moi, je vous. Non, mais voilà. Donc. Pour moi, il faut des campagnes qui permettent quelque part d'incriminer, de responsabiliser le consommateur. Ça a déjà été fait. Moi, j'ai vu des campagnes diffusées sur les réseaux sociaux avec des jeunes innocents qui étaient morts et on disait aux consommateurs tu es co-responsable. D'accord ? Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on peut pas faire que ça. On ne peut pas faire que ça. On ne peut pas se satisfaire d'une saisie à droite, à gauche, etc. Ça ne suffit plus. Michael Sherman. Réduire le narcotrafic au comportement des consommateurs, mais c'est oublier les milliards d'euros ou de dollars qui sont injectés par les organisations criminelles. On parlait de la DZ Mafia, mais c'est rien par rapport à tout ce qui est importé sur notre sol et notre territoire. J'ai envie de vous dire, c'est la minorité bruyante, la DZ Mafia. Vous avez des quantités de tonnes. Pas forcément, parce que c'est quand même un trafic. D'accord, mais sauf que ça a toujours existé. Ce cartel, évidemment que parce que on entend des conséquences sur un maire à qui on doit apporter notre soutien, mais je veux dire, ça existe peut-être des milliers ou des millions de tonnes qui passent par an en France, en Europe, sur notre territoire. Il y a une impuissance de l'État parce qu'il y a une demande, Michael. Mais on ne peut pas réduire ça au comportement du consommateur. Le consommateur qui achète aujourd'hui son gramme de coke, il participe au développement du business. Mais sauf que c'est pas de la complicité, ça. Est-ce que vous croyez franchement que quand vous allez mettre une amende de 1500 € ou 300 € à un petit consommateur qui est dépendant, qui est drogué, vous allez enrayer la drogue en France? Ça, c'est différent. Yann Le Dort, c'est après Sébastien Ménard. Yann Le Dort, c'est après Sébastien Ménard. C'est promis, Sébastien, je vous aime. Yann Le Dort. Il faut pas trop parler en même temps. Vous avez raison, Yann, pardon. Non, je pense qu'il faut pas se méprendre. Je pense qu'on peut pas réduire, et c'est pas ce que j'ai dit, que le problème venait des consommateurs. Par contre, effectivement, si on tarit la source, si on arrive à freiner la demande, on va forcément aider à combattre le narcotrafic. Mais le problème, il est qu'on a laissé mûrir une économie souterraine qui a pris une importance dans notre pays et dans différents pays, notamment dans d'autres pays d'Europe, tellement importante qu'aujourd'hui, on en arrive à avoir des allocations de rentrée qui sont données, des subventions pour aller faire du sport, et qu'aujourd'hui, il y a des quartiers entiers, il y a une frange complète de la population qui vit autour de cela. Que
que ce soit des commerces, que ce soit des associations, même des investissements financiers. Et derrière, se donner les moyens, c'est d'abord de limiter la consommation, parce que c'est par là qu'on va tarir le flux au niveau financier. Et puis derrière, faut avoir le courage. Et là, effectivement, ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on n'a pas eu le courage d'affronter le problème. Et c'est maintenant que ça va se gâter. Sébastien Ménard. Je vous donne un exemple. Donc mon gamin a 18 ans. Il n'est pas exempt de tout reproche. Il fait partie de cette jeunesse qui s'amuse, qui finalement fume plus peut-être de pétards qu'il ne consomme d'alcool. D'accord ? C'est évidemment pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il m'a promis que depuis quelques mois, il ne fume plus, etc., etc. Et il me dit: papa, regarde ce qui se passe dans des soirées, même des grandes soirées, des grands rassemblements festifs, comme on peut en avoir, des festivals, etc., qu'on peut avoir au Pays Basque. La réalité, c'est que c'est évidemment qu'en soirée, vous avez des jeunes qui vont essayer de savoir où est le dealer. Mais le dealer, il n'est pas là que pour eux. Le dealer, quand il rentre dans ces salles de spectacle ou dans ces festivals, etc., il n'en a pas uniquement pour celles et ceux qui vont le chercher. Il en a beaucoup plus à proposer. Il a souvent une palette de stupéfiants pour initier. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On légalise ? Et c'est pour ça. Non, surtout pas. Parce que vous dites que dans les soirées. Surtout pas. D'accord. Ce que je dis, c'est que comment on fait pour qu'ils arrêtent tous de fumer ? Ce que je dis, et je cite mon fils qui n'a que 18 ans, d'accord ? Il me dit: faites en sorte que ça ne rentre pas et personne ne consommera. Voilà ce qu'il me dit. Il a 18 ans. C'est pas une exception. C'est un gamin, un jeune comme tous les autres. Michael Sherman. Je voudrais pas qu'on oublie dans ce débat de société de la légalisation de la drogue ou la pénalisation de la drogue qu'il y a des souffrances. Moi, j'ai des copains d'enfance qui sont tombés dans la drogue. Au début, c'était un pétard, c'était quoi que ce soit. Ils sont tombés dans les drogues plus dures, mais il y avait des souffrances psychiques, et je vous le dis avec un peu d'émotion, où derrière, quand ils entendaient des débats à la télé, ou quand ils se faisaient arrêter, et que déjà, ils ont perdu leur travail par leur dépression, ils ont perdu tout leur écosystème social, et qu'ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur argent, leur pouvoir d'achat, que le policier, il les mettait en garde à vue, qui prévenait l'employeur. Alors qu'est-ce qu'on fait si on s'en prend aux trafiquants ? Il faut s'en prendre pour moi. Et s'il a plus sa dose de drogue, il est toujours malade, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis dans les deux sens, il est malade. Donc il faut l'accompagner. C'est pour ça que ce que vous avez dit était très intéressant. Dans le débat, moi je différenciais les drogues douces et les drogues dures. J'ai une grand-mère qui a eu un cancer. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, si elle avait connu notamment le cannabis thérapeutique comme il existe dans d'autres pays, et si on avait légiféré... Oui, les CBD, c'est autre chose, on est bien d'accord. Mais c'est en fait, dans ce débat, pour s'occuper de ce débat-là, il faut différencier, à mon avis, les drogues douces et les drogues dures, et ne pas oublier qu'il y a des souffrances psychiques derrière l'usage de la drogue. André, notre auditeur fil rouge depuis Amiens, vous venez d'écouter. Alors, on contrebalance un petit peu sur le rôle du consommateur ? C'est comme les différents intervenants. C'est vrai que vous avez les consommateurs et vous avez le trafic. Il y a différents trafics. Vous avez effectivement le trafic, comme il disait, dans les salles de spectacle et les festivals, etc. Vous avez également le trafic dans le milieu, beaucoup dans le milieu d'entreprises, notamment dans les cadres, qui pour suivre le rythme, effectivement touchent à différentes drogues. Après, je comprends qu'il y a une détresse ou un mal pour ceux qui sont addicts, mais si on tape correctement dans le blanchiment, c'est-à-dire les barbeurs, les épiceries 24 heures, 7 jours sur 7, il n'y a pas de clients mais qui déclarent du chiffre d'affaires, donc c'est du blanchiment d'argent, les barbeurs, certains kebabs, etc., ou certains investissements, si on coupe le robinet, sur ces investissements, on récupère des liquidités, on récupère des biens, etc. Et ça pourra financer effectivement ceux qui en ont vraiment besoin pour être soignés, pour s'en sortir. Effectivement. Il nous reste 30 secondes, Yann Le Dort, vous avez parlé un petit peu moins. Donnez votre conclusion sur le sujet, s'il vous plaît. Je dirais, c'est comme la plupart des débats qu'on peut avoir, il faut essayer d'être équilibré. Donc je dirais qu'effectivement, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic. Et à partir du moment où il y a du trafic, il faut le traiter. Donc il faut pas sombrer non plus dans la démagogie de dire qu'aujourd'hui ce sont des gens qui sont malades. Il y a des gens malades, il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui sont dans le loisir. Moi j'aurais envie de faire un comparatif avec quelque chose qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un excès de vitesse sur la route,
est-ce qu'il va plaider le fait qu'il est addict à la vitesse et qu'il est malade de la vitesse pour rouler vite ? Est-ce qu'il est responsable de rouler vite ou est-ce que c'est le fabricant de l'automobile ou l'État ? Comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, la responsabilité de celui qui roule vite, alors qu'on lui donne un outil qui est capable de rouler vite, c'est le conducteur. Alors qui est imaginez s'il roule vite en étant drogué. Et on est dans une société comme ça. Messieurs, on doit marquer une respiration dans un instant, l'info en plus. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Brindel. Les vraies voix de l'info, de l'été, des débats, avec tout ce qu'on vient de dire finalement qui est à relativiser puisque il y a l'IA. Oui, l'IA est entrée dans notre quotidien et vous allez le voir dans un instant, en plus dans le quotidien des politiciens. Autour de la table, chers auditeurs, nous avons ce soir Michael Sherman, Sébastien Ménard et Yann Le Dortz. Ils sont remontés comme des pendules, quels que soient les sujets. Et écoutez celui-ci, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Le rendez-vous de Quentin Barbaza. Bonsoir Quentin. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Vous le consacrez, votre info en plus, rendez-vous, pas vous la consacrez, enfin vous avez fait la petite rectificatif, le petit rectificatif, voilà, c'est masculin ou féminin. Oui. Je suis à l'heure du genre, voilà. Consacré à l'IA qui s'invite dans la campagne présidentielle de 2027. Effectivement Frédéric, ces dernières heures, le site du Rassemblement National a été piraté, tandis que le compte X de Marine Le Pen a lui aussi été détourné. Des attaques qui montrent à quel point la cybersécurité et la manipulation de l'information pourraient s'inviter dans la prochaine campagne présidentielle. Alors comment élucider le vrai du faux, sachant que certaines entreprises redoutent également de servir de proxy, c'est-à-dire d'intermédiaire pour générer de fausses informations. Alors pour nous aider à y voir plus clair, on va recevoir Romain Ponceau, directeur général d'Opinion Act et expert en cybersécurité. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Ponceau. On rappelle l'objet de votre entreprise. Vous faites quoi ? Vous traquez les bandits ? On est spécialiste de l'analyse de l'opinion en ligne et effectivement une grande partie de nos sujets est désormais de détecter tous les sujets de désinformation, de manipulation d'information et ce qu'on peut craindre vraisemblablement pour cette prochaine présidentielle. Voilà, vous êtes donc celui qui allait sauver notre corporation, celle des journalistes, puisque sans vous, nous allons mourir. Alors, première question, Quentin Barbaza. Romain Ponceau, certaines entreprises, comme je l'ai dit, craignent de devenir, sans le savoir, des intermédiaires dans la fabrication de fausses informations. Ça marche aussi pour les partis politiques. Donc, de quoi parle-t-on exactement quand on dit que certaines entreprises peuvent être des intermédiaires ? En réalité, c'est un sujet qui a été relevé par Viginum lors des dernières élections municipales, où on a vu pour la première fois des pays ennemis nous cibler, produire en masse des faux contenus grâce à l'aide de l'IA, et surtout activer ce qu'on appelait des bots jusqu'à présent, mais qui sembleraient pouvoir devenir des essaims d'IA. Donc des comptes de réseaux sociaux qui semblent vraisemblables, qu'on a nourris avec un système agentique, et qui va opérer de manière coordonnée pour amplifier une information. Et ces sujets, on a pu les voir notamment pour la centaine de clients qu'on accompagne aujourd'hui dans la protection de leur réputation, et servir de proxy en réalité. Donc il y a un sujet en particulier que j'ai en tête, avec un compte de syndicalistes agricoles qui a été copié, tout simplement. Donc le compte était vraisemblable, et un contenu qui a été généré par l'IA et qui appelait au sabotage de lignes SNCF pour donc en fait, en fait, on arrive à faire tout ce qu'on veut, à faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et y compris pendant les élections présidentielles. Alors, cher Romain Ponceau, les trois vraies voix sont en train de dégainer, les mains se lèvent comme des pistolets. Je crois que c'est Sébastien Ménard qui a levé le plus rapidement le bras. Sébastien. Ah, on branche le micro de Sébastien, voilà. Voilà. Moi, je vais vous poser une question, Romain. Moi, j'ai le sentiment qui avait vécu l'élection présidentielle de 2017, où on était déjà, entre guillemets, un peu trollé par des forces venues de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ces espèces de fermes à trolls, ces usines à bots biaisés, est-ce que ils viennent quelque part du même endroit, c'est-à-dire de la Russie ou des États de la Fédération de Russie ? Effectivement, la Russie est très active. C'est pas les seuls. Il faut pas négliger les autres pays.
Et notamment, il y a un fait marquant qui a eu lieu avec les attaques américaines en Iran. Et ça, je pense que c'est une anecdote qui parlera à beaucoup de gens, notamment pour tout ce qui est sujet indépendantiste. Les indépendantistes écossais, les indépendantistes corses. Il y a un certain nombre de voix qui se sont arrêtées à partir du moment du shutdown qu'il y a eu d'Internet en Iran. Et ça nous a permis d'identifier un grand nombre de comptes qui n'ont pas été vocaux du tout pendant 2 semaines. Ah ouais, c'est énorme ça. Ouais. Allez-y, continuez. Ouais. Et donc non, il y a d'autres pays, notamment la Nouvelle-Calédonie a été ciblée aussi avec ces indépendantistes qui ont été amplifiés par d'autres pays. Donc et une cible clairement. Et l'idée de ces pays-là, c'est d'installer leur narratif, de pousser les candidats qui seraient les plus compatibles avec leurs idées. Donc on est prioritaire. Très intéressant. Michael Sherman. Simplement, je pense que il va être compliqué de combattre ces phénomènes. On avait connu le scandale qui s'appelait Cambridge Analytica en 2016 avec la campagne présidentielle américaine, où au Congrès américain avait été convoqué Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui est devenu Meta après, parce qu'ils avaient en fait créé comme du micro ciblage selon les profils, et ils proposaient du contenu. Alors, il n'a pas été prouvé qu'ils ont pu proposer des fake news, mais ils ciblaient grâce au profil. Je vais essayer d'être pédagogue, mais grâce au profil des personnes, s'ils sont par exemple un persona agriculteur 43 ans, pas à la retraite, actif, ils proposaient des diffusions d'informations que pour cette personne. Oui, c'est le principe de l'algorithme. Et le débat, ça s'appelle le biais algorithmique. Et le débat avait été posé. Est-ce que des fake news ont été proposées via notamment ce scandale, et comment on pourrait, nous, dans nos campagnes présidentielles, ça n'a pas été exposé, j'ai pas vu de commission d'enquête à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'il va falloir apprendre à vivre et à trier l'information, et qu'on pourra jamais arrêter les États ou les puissances étrangères, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest, à arrêter ce type de phénomène? À moins que vous n'ayez une antidote, Romain Ponceau. C'est difficile d'arrêter. Effectivement, on peut identifier des faux comptes, on peut les bannir, on peut faire plein de choses, fermer des sites, comme ça a été le cas. Viginum fait un travail important en France. Je pense que le gouvernement a pris les choses en main. C'est probablement pas suffisant. Néanmoins, les médias, comme vous, ont un rôle aussi d'éducation, de sensibilisation à challenger l'information. Il y a des solutions, notamment pour les hommes politiques, et les personnalités politiques, pardon. C'est le fait de tatouer numériquement leur contenu, pour faire en sorte que on soit certain que le contenu vienne d'eux. Néanmoins, pour revenir sur votre point sur l'algorithme, effectivement, joue un rôle très important dans la diffusion de la fausse information. Pourquoi ? Parce que dans les mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui par ces pays, parfois il y a un petit peu de véracité, un petit peu de vrai, c'est dans la fake news, et derrière, elle est amplifiée, elle est embellie, du moins, pour avoir un narratif qui est cohérent avec ce qu'ils attendent. Mais ils jouent sur les émotions. Et les émotions extrêmes sont ce qui est privilégié par les algorithmes en réalité. Oui. Pourquoi ? Et quand l'émotion a fait son effet, finalement, il est trop tard. Donc absolument. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on est sur une phase de viralité. Ouais, bon, c'est passionnant. Yann Le Dort aussi. Une question. J'ai envie de dire, quand on reçoit ce genre d'informations, j'ai envie de dire bienvenue dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des puissances étrangères qui essayent d'intervenir sur nos élections. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans les rapports de force qu'il peut y avoir entre les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Et je peux pas m'empêcher, moi, alors je suis très très éloigné de ces sujets-là, c'est très très loin de ma compétence. Mais quand je vois ça comme simple citoyen, je peux pas m'empêcher de rapprocher ça du débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est confronté aux mêmes problématiques de gestion. Et j'ai presque envie de dire, c'est ce que Michael disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des solutions, c'est probablement dans l'éducation et de retrouver le libre arbitre qu'on doit avoir sur l'interrogation qu'on doit avoir sur les images, sur l'information qui nous est communiquée,
et qu'on a sûrement perdu depuis quelques temps un petit peu, et qu'il faut qu'on soit capable et qu'on arrive à retrouver, et ça passe par l'éducation et dans les programmes de l'éducation nationale, notamment aujourd'hui, et la jeunesse. Et savoir se poser les questions. Qu'on s'informe avec des médias. Alors il y a des médias qui ont des idéologies, ils le disent, hein, vous savez quelle chaîne, quel journal est de droite ou de gauche, mais au moins ils vous donnent les infos. Mais là sur les réseaux sociaux, et on y revient, Yann Le Dort, c'est d'où votre parallèle effectivement. Alors pour conclure, parce que là c'est pareil, on y passerait des heures, hein, c'est très passionnant, cher Romain Ponceau. À quoi faut-il s'attendre pour la campagne présidentielle 2027 ? Est-ce que on risque d'avoir on va dire un débat brouillé ? Je ne peux pas avoir de certitude, mais je le crains fortement, effectivement. On risque d'avoir ce qui s'est passé en Roumanie, hein, par exemple, avec une élection qui est invalidée du fait d'une attaque informationnelle flagrante et massive. Donc ça, c'est un premier point. Moi, il y a un autre point sur lequel je souhaiterais alerter aussi, c'est la manipulation des IA, des LLM. Puisqu'aujourd'hui, le sourcing de ces IA a été influencé, notamment pendant les campagnes municipales. Je reviens sur ce sujet parce qu'il est très proche de ce qu'on va vivre avec les élections présidentielles, par des fausses informations. Et aujourd'hui, quand vous demandez à une IA quel est le candidat le plus compatible avec vos opinions, quelle est la certitude que vous avez que l'IA n'a pas un biais cognitif et que les sources qu'il va utiliser pour vous répondre sont de bonnes sources. Oui. Donc laissons l'IA et faisons confiance à notre propre intelligence. Bon, merci beaucoup Romain Ponceau. On vous recontactera parce que c'est très intéressant et bien sûr tout au long de cette campagne, on aura besoin de vos éclairages. Merci cher Quentin Barbada. Non pas merci, merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Alors dans un instant, le Tour de France et le conseil de Sébastien Ménard sur le bien-être. Comment aborder ses vacances. À tout de suite. Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Et on avance avec le programme. Dans un instant, le conseil bien-être de notre Sébastien Ménard, l'un des 3 représentants de la confrérie des vraies voix ce soir, ingénieur dans la food tech. Nous avons également Yann Le Dort, chef d'entreprise, et puis un élu, conseiller municipal en Île-de-France, monsieur Michael Sherman. Mais faisons tout de suite le point sur l'étape du jour, Tour de France. Les vraies voix Sud Radio. 17e étape, une étape de moyenne montagne à la montagne. 174 km 700 entre Chambéry en Savoie et Voiron dans l'Isère. Pascal Chanteur, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Alors nous disions tout à l'heure une étape complètement folle avec une échappée de 43 coureurs. Un seul était assez dangereux au classement général et il était français et c'est Jordan Gégat qui ce soir revient donc à quelques petites minutes du 8e. Il est 9e au général, il a creusé l'écart avec la 10e place. Donc il est plus que bien parti sur le top 10. Mais la question que je voulais vous poser, c'était sur le classement. 1 Philipsen, 2 Schmitt, 3 Coy, 4 Aski, 5 Pleumers. Le 6e, c'est Russo. C'est arrivé entre sprinters, mais échappé. On ne sait pas comment la classer, cette étape, Pascal Chanteur. Écoutez, tout au long de la journée, les coureurs ont bagarré et ça a été très diffus tout au long de cette journée où il y avait pratiquement des groupes de partout. Les groupes se reformaient, les groupes éclataient de nouveau, des échappées se faisaient, les échappées recassaient. Enfin bref, il y a eu une organisation tout au long de la journée qu'on n'avait jamais ou rarement connue. Et ça s'est regroupé dans le final, à 5 km de l'arrivée, et Philipsen a eu la chance, et bien sûr aussi les qualités de ses équipiers, qui étaient présents à l'avant de la course, pour contrôler afin de lui amener le sprint dans les meilleures dispositions. Alors on rappelle qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs et qu'il est en course pour le maillot vert qui est porté par Pedersen. Pedersen qui avait justement participé à cette échappée, qui avait remporté le sprint intermédiaire qui a pris des points, sauf qu'à l'arrivée, c'est Philipsen qui gagne et Pedersen n'est que 8e et il y a entre les deux simplement 7 points d'écart. C'est fabuleux la course pour le maillot vert. Ah oui, c'est juste incroyable, il y a une vraie bagarre. Pedersen est bien moins fort au sprint massif que Philipsen, mais Pedersen essaye de s'immiscer dans des échappées pour pouvoir marquer des points en cours d'étape et aussi peut-être
gagner une étape lorsqu'il est échappé, chose qui ne se fera plus jusqu'à Paris, parce que là, il va falloir mettre des jambes de grimpeur dans les prochains jours. Alors, question de Yann Le Dortz. Oui, Pascal Chanteur, comment vous analysez ce Tour de France qui va de surprise en surprise depuis le début? Alors, il y a la surprise Paul Sexas, il y a les chutes des principaux leaders derrière Pogačar. Comment vous analysez ce Tour de France? Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle ère au niveau dans ce cyclisme avec, j'allais dire, un cyclisme un peu plus à l'ancienne, et notamment cette étape où on a une échappée avec 6 sprinters à l'arrivée? Alors, il y a plusieurs choses. Ce que vous dites est vrai. Il y a une logique qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de coureurs qui sortent du lot et qui sont tout à fait capables d'attaquer à 60-70 km d'une arrivée, chose qui se voyait rarement il y a quelque temps encore. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, l'arrivée du direct complet du kilomètre zéro à l'arrivée a rendu aussi la course terriblement nerveuse. Ah oui, à la télévision, ouais. Et exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de temps mort. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, les coureurs sont tellement encadrés, suivis, préparés pour cette course qui est quand même le fleuron du calendrier mondial et qui aujourd'hui arrive en pleine possession de leurs moyens pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait capables d'arriver à 100% le jour J. Et ça, c'est très important. Et oui, parce que tout est programmé. Michael Sherman, une petite question? Moi, je suis juste impressionné par les capacités sportives des coureurs et je reste ébahi comme un gosse par les limites du physique. Je sais pas si c'est de la science ou du corps humain. Et je ne fais aucun parallèle avec le débat sur les drogues qu'on a fait. Oui, on sort d'un débat sur les drogues, mais c'est vrai d'une manière générale, Pascal Chanteur, on le voit avec Léon Marchand par rapport en natation, on le voit Armand Duplantis en athlétisme. Enfin, les sportifs vont toujours plus loin, toujours plus vain, et quelles que soient les disciplines, Pascal Chanteur. Écoutez, j'ai eu la chance d'exercer ce métier fabuleux pendant 11 années. Lorsque j'ai arrêté et que je me suis retrouvé dans une voiture à les suivre, ou à être à l'avant de la course, je me demandais comment c'était possible de rouler aussi vite alors que je venais juste de sortir du peloton. Et j'aurais été bien incapable de pouvoir les suivre 6 mois après. Ça démontre que l'entraînement et que le corps humain est d'une capacité incroyable à partir du moment où il est entraîné au très haut niveau. Voilà. Sébastien Ménard. Oui, ce qui a fait, enfin, je vais parler sous le contrôle de notre intervenant, mais ce qui a tout changé, c'est aussi la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut analyser via des outils technologiques très pointus la performance du sportif. On peut aussi analyser la nutrition. C'est mon métier, la nutrition personnalisée. Donc, c'est fondamental. Donc, vous pouvez, avant, c'était des conseils un peu à l'ancienne. Tu vas faire ci, tu vas prendre ça, etc. Aujourd'hui, tout ça est documenté. Tout ça est digitalisé. La nutrition, on est au cœur. On va en reparler avec Sébastien dans un instant parce qu'il nous donnera un conseil nutrition pour les vacances et on va conclure avec ça. Mais oui, justement, Pascal, on dit qu'il y a l'évolution du matériel et l'évolution de la nutrition sont les deux mamelles de la surperformance. Tout à fait d'accord avec ça. Pour vous imager un petit peu ce qui vient d'être dit, à mon époque, on avait un cardio-fréquence-mètre. Aujourd'hui, quand on parle de data, ils sont tout à fait capables de savoir quel est leur poids de forme au gramme près. Ils ont des nutritionnistes, ils ont des médecins, ils ont des psychologues qui sont autour d'eux, des diététiciens qui font que l'athlète est au centre du débat et qui sont en capacité de lui apporter le meilleur dans chaque compartiment du côté psychologique ou physiologique. Bon, c'était très clair. Merci beaucoup Pascal Chanteur. Je le rappelle, de 19h à 19h30, nous avons un spécial Tour de France comme chaque soir sur Sud Radio. Nous parlerons de la grosse étape de montagne demain, Voiron, Orsières-Merlette. Nous aurons un invité de marque, puisque Alexis Vuillermoz, celui qui avait tant brillé sur le Tour de France dans le mur de Bretagne, sera notre invité avec toute notre équipe de consultants. Merci Pascal Chanteur. Chose promis, chose due, le dernier tour de table. Les vraies voix Sud Radio. Et alors, le conseil donc de monsieur Sébastien Ménard. J'ai pour vous, à la demande collective, l'ordonnance de l'été. Chaque été, c'est la même chose. Je vous vends des cures détox à 300 €, des compléments miracles, des retraites de développement personnel, des stages pour apprendre à respirer. Et si finalement la meilleure ordonnance de l'été était gratuite.
Moi, si j'étais médecin, je ne suis pas médecin, je suis un praticien du bien-être, je vous prescrirais 6 choses. D'abord, c'est simple, ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, 10 000 pas par jour pas pour devenir marathonien, mais juste pour remettre son corps en mouvement. Ensuite, 8 heures de sommeil. Et si vous pouvez, mon cher Frédéric, ajouter 20 minutes de sieste, votre cerveau va adorer ça. 3e prescription. Ne rigolez pas. 5 fruits et légumes par jour. Je sais, votre mamie, votre maman vous l'a dit déjà. Ça fait très campagne de santé publique, mais il y a une raison. Ça marche. 5 fruits et légumes par jour. 4e point sur mon ordonnance de l'été. 20 minutes de lecture quotidienne sans lumière bleue. Là, je regarde mon voisin de gauche. Sans lumière bleue. Un roman, une biographie, peu importe, nourrissez votre cerveau autant que votre estomac. 5e point. 30 minutes de vraie discussion. Sans téléphone, sans notification, avec son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis. La plus belle conversation et les plus belles conversations ne passent pas nécessairement, mon cher Frédéric Brindel, par WhatsApp. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand vous étiez sur votre téléphone. Exactement. Et enfin, oui, je vais oser une sexualité, épanouie. Parce que le plaisir, la tendresse, les caresses, l'intimité, c'est aussi de la santé. C'est même l'un des meilleurs anxiolytiques naturels. Au fond, l'été est peut-être le seul moment de l'année où l'on peut vraiment reprendre possession de soi. Alors retenez cette ordonnance, mon ordonnance, marchez, dormez, mangez mieux, lisez, discutez, aimez, parce que les vacances ne sont pas faites pour fuir sa vie, elles sont faites pour revenir en septembre avec une vie meilleure. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je vous aimais tout à l'heure en vous coupant la parole? C'était génial. Merci Sébastien Ménard. Vous voyez, entrepreneur, c'est ça, entrepreneur dans la food tech. Et il nous a pas du tout fait du business, il nous a fait de l'amour. Qu'est-ce qu'on l'aime quand il parle pas de politique? Merci Sébastien Ménard, merci à Mickaël Sherman qui vient de vous faire une petite réplique magnifique, et à Yann Ledors qui a mis sa lumière bleue et non, il l'enlève, ça y est, il lit, c'est très bien. Messieurs, vous avez été magnifiques. Dans un instant, le Tour de France, puis après vous réagissez à tous ces sujets actus, notamment celui des trafics de drogue, de la consommation, etc. Tout de suite.